Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme chaque jour par Perrine Suquet. Bon anniversaire Perrine Suquet, c'est aujourd'hui avec Charlotte Méritant et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission. L'émission, on ne la fait pas sur l'anniversaire de Perrine Suquet, mais sur des affaires non élucidées ou élucidées, mais on va le dire peut-être pas à cause de la célérité de la justice et des enquêteurs. Mon invité s'appelle Karl Zéro. Bonjour Karl. Bonjour Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, vous avez publié aux éditions de l'Archipel un livre dont je lis excellent le éditeur, titre. je tiens à le dire. Ouais. Alors, je lis le livre. Le titre, pardonnez-moi, vous me troublez déjà. Étouffé au féminin pluriel, quand la justice enterre les affaires. Vous me permettez de vous dire que vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, que vous avez vraiment mis les pieds dans le plat, avec un ton polémique qui, j'imagine, est une décision claire de votre part. Mais ça aurait été me trahir moi-même que de faire un livre mièvre ou mollasson, oui, Jacques. Mais on sait que quelquefois, dans une enquête policière, il faut de la chance, que quelquefois, il n'y a pas de témoins, que quelquefois, on n'arrive pas à faire parler les pièces à conviction. Bien sûr. Et personne ne peut reprocher à ce moment-là à la police et à la justice de ne pas faire leur travail. Absolument, mais dans les 6 histoires que je vous raconte, vous verrez qu'elle ne l'a pas fait. Ça peut même d'ailleurs être parfois la justice divine, puisque dans le cadre de la secte des béatitudes, on ne peut pas dire que le Vatican soit beaucoup intervenu. Donc c'est la justice au sens large, c'est pas uniquement nos amis magistrats, qui ne sont pas d'ailleurs toujours nos amis. Alors, cela dit, ce n'est pas la théorie du complot non plus. Il ne faut pas avoir des mains occultes, si j'ose, partout. Alors, cher Jacques. Bon, alors, évidemment, vous êtes connu aussi pour votre travail d'enquêteur. Vous êtes allé, évidemment, sur le terrain, vous avez rencontré les témoins, c'est-à-dire, vous ne vous êtes pas contenté d'imprécations. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller vraiment rencontrer les acteurs, si j'ose dire, là encore, de ces affaires, et d'avoir un ressenti, au fond, très personnel sur ces affaires, ce qui permet à la fin d'avoir un avis, même si la justice dit, c'était le thème d'ailleurs du livre précédent, coupable, non coupable, souvent la justice dit, telle personne finalement n'est pas coupable. Moi j'avais écrit un livre pour dire si, elle est coupable. Et moi j'aime bien quand on dit les choses, voilà. Donc même dans le domaine du fait divers, c'est important, surtout dans des affaires où on a des proches de victimes qui se retrouvent seuls, d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit, on va vous aider, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça sera une émission de télé, ça sera un livre, ça sera ça, voilà. Sinon, c'est ce que vous appelez la double peine. Oui, c'est-à-dire que par exemple, je vous tue et puis on ne sait pas que c'est moi et puis vos proches vous pleurent et puis voilà et puis on enterre le dossier puis c'est terminé. Voilà. Et on dit non, c'est un suicide. Par exemple, alors on va passer en revue les 6 affaires que vous avez sélectionnées. J'imagine que évidemment ces 6 affaires vous sont parues évidentes dans la problématique que vous avez décidé de creuser. Là, je vais vous donner, comme ça, ceux qui nous écoutent vont découvrir les 6 affaires qui font partie autour desquelles le livre tourne, et en même temps, vous me donnerez un exemple des questions que vous posez. L'OTS, l'ordre du temple solaire. On sait que depuis longtemps qu'il y a une bande de frappadingues qui se livrent à des activités pour le moins curieuses, dans des toges, qui font des imprécations et qui parlent d'un départ vers Sirius, donc d'un suicide. C'est après l'affaire Jim Jones du Guyana dont tout le monde se rappelle. Le plus gros suicide collectif de l'histoire. Et bien qu'on sache tout cela, personne ne va rien faire. Donc il va y avoir suicide, puis ressuicide, puis encore après ressuicide, et pour finir, encore suicide. Et on découvre après que c'est pas forcément des suicides finalement. C'est-à-dire que certaines des victimes ont été vraisemblablement exécutées, mais peut-être par des gens qu'on a retrouvés morts aussi. Oui, mais on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Donc, et pourtant, je constate que l'affaire est quand même assez vieille maintenant et qu'il n'y a pas d'enquête. Et vous trouvez qu'on n'a pas suffisamment creusé parce qu'il y avait aussi. Il suffit de parler avec la famille Vuarnet, ils vous en diront bien pire que moi. Vous avez dû les recevoir ici. C'est absolument aberrant cette histoire. Et là, alors, à quoi sert d'aller sur place? Quel a été votre travail? C'est-à-dire que quand vous êtes sur place, vous avez rendez-vous avec la police suisse au chalet, et puis ils sont tout à fait sympathiques, ils apportent des éléments, ça n'arrive jamais en France, ils apportent, l'épée magique d'Emmanuel, l'enfant cosmique. Alors vous êtes un peu surpris, et eux, ils se donnent du mal pour essayer de raconter l'histoire, ils arrivent avec le catalogue, on voit les photos des personnes qui ont brûlé, et ils essayent de trouver
peut-être des responsables, de se donner un mal de chien. Bon, on peut pas dire que la justice suisse n'ait pas fait son boulot, ni la justice canadienne, mais on peut dire qu'à l'arrivée, et notamment pour le drame du Vercors, la dernière tuerie, la justice française n'a pas fait grand-chose. Donc vous pensez qu'on a fermé l'affaire pour des raisons politiques ou pour des raisons d'ordre public, pour protéger quelqu'un ? Je pense qu'on a... oui, il y a des gens qui, curieusement, il y a peut-être le grand maître de l'OTS, dont je ne dirai pas le nom pour que vous n'ayez pas de procès, mon cher Jacques, mais qui continue son activité de chef d'orchestre. Oui, oui, enfin là, c'est une accusation totalement gratuite. C'est un homme qui a été complètement blanchi par la justice. Oui, mais moi, même quand on est complètement blanchi par la justice, il reste un doute. Je suis désolé. Et notamment dans cette histoire-là. Alors, maintenant, les voies du Seigneur sont impénétrables. On le sait, vous avez très rapidement parlé de cette communauté des béatitudes qui a fait la une de l'actualité il y a quelques années parce qu'il y a eu un procès en correctionnel au cours duquel un père, un ecclésiastique, a été condamné pour une cinquantaine d'agressions sexuelles sur des enfants qui s'étalaient des années 50, on va dire, à nos jours, quoi, en gros. Alors, en quoi l'enquête n'est pas allée au bout, là ? Parce que en fait le Vatican couvrait, c'est-à-dire que et à tel point que on avait quand on a fait cette enquête à la télé, on a eu jusqu'à 6 procès en diffamation avec la communauté, on l'appelle des béatitudes, et que tout ça s'est soldé un jour par un rendez-vous avec le nouveau grand maître, je sais pas comment on l'appelle, des béatitudes, frère Henri, qui m'a donné rendez-vous pour s'excuser, dire je retire les procès, vous aviez raison, merci d'avoir fait ce travail-là, parce que les gens n'osaient pas dire ce qui se passait à l'intérieur. Mais en même C'était temps, pas que des actes sexuels. Maintenant, on a fait le ménage. Oui, il y avait de l'emprise psychologique. On les empêchait de manger, on les réveillait toutes les 3 heures. Enfin, c'était de la folie pure. Du travail forcé, on peut dire. Il y avait des suicides à la clé. Et alors là, les responsables maintenant, avec sous couvert d'ailleurs du Vatican qui reconnaît toujours cette communauté, disent on a fait le ménage. Maintenant, voilà, on reprend nos activités, c'est fini. Voilà, ça recommencera plus. Et il reste les victimes, il reste les gens qui ont souffert, et les enfances broyées, il reste et ils ont quoi ? À leurs yeux pour pleurer. Là encore, il y a une injustice, non ? Alors, une autre affaire dont on voulait parler, mais là je vois le temps tourne et je voudrais qu'on s'arrête vraiment sur 3 gros dossiers qu'on a sélectionnés. Nous allons dans un instant parler d'une de ces 3 affaires qu'on va évoquer ensemble. Ça se passe le 17 novembre 2008. C'est un assureur d'Arras, Jacques Ezel, 59 ans, qui disparaît après un mystérieux rendez-vous dans la région, à Valenciennes. 2 jours plus tard, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve sa voiture sur un chemin de Hallinges au bord de la Sambre en Belgique. Et puis après, c'est le corps qu'on découvre, mais 2 mois et demi après. Et le corps, on le retrouve entre 2 péniches à 30 ou 40 kilomètres de là. Et il est lesté par un sac à dos que porte la victime, dans laquelle on va trouver un haltère ou une haltère, je sais pas comment on dit, de 5 kilos. Là, évidemment, l'étonnement, c'est que après enquête, on conclut très rapidement à un suicide, alors que la famille est persuadée qu'il s'agit d'autre chose, un assassinat. Mais pourquoi ? Peut-être une affaire de mœurs, parce qu'on a fait dans les jours et les semaines et les mois qui ont suivi la disparition de Jacques Ezel de drôles de découvertes dont nous allons parler ensemble dans un petit instant. À tout de suite. L'heure du crime. Sur RTL. Et aujourd'hui, mon invité Karl Zéro refait l'enquête sur RTL. Il est mon invité à l'occasion de la publication la semaine dernière de son dernier livre, enfin son dernier livre en date, évidemment, Étouffé quand la justice enterre les affaires. Dans ce livre, l'une des affaires évoquées pose énormément de questions. Il se trouve, Karl Zéro, que c'est une affaire qu'on avait évoquée il y a quelques années sur l'antenne d'RTL. Avant de vous laisser nous dire quelle a été votre enquête, les conclusions auxquelles vous en arrivez, et aussi de faire ensemble l'état de l'enquête judiciaire aujourd'hui, je voudrais qu'on entende un premier document RTL, donc qui rappelle, évidemment, c'est un document RTL qui suit quasiment la disparition mystérieuse de cet homme, et le
fait qu'on ait retrouvé le corps, comme je le disais tout à l'heure, lesté donc de 5 kilos d'haltères. La famille de Jacques Heuzel, bien sûr, on l'a su très vite, ne croyait pas au suicide, qui est pourtant la thèse privilégiée par la justice à l'époque. Et évidemment, l'avocat de Madame Heuzel, maître Bernard Méry, dénonçait à l'époque une enquête bâclée. Écoutez ce qu'il en disait dans notre émission L'heure du crime consacrée à cette affaire le 27 novembre 2012. C'est étrange parce qu'en France, en principe, quand quelqu'un disparaît ou meurt, qu'on retrouve mort, s'il n'est pas mort dans son lit d'une mort naturelle, on se pose 3 questions. S'agit-il d'un accident ? S'agit-il d'un suicide ? Ou s'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat ? C'est les questions qui se posent immédiatement. D'ailleurs, en général, lorsqu'il y a un médecin légiste qui vient, il va vous dire il va vous donner le permis d'inhumer lorsque justement il pourra répondre à ces 3 questions de façon négative ou de façon positive sur la mort naturelle. Bon, ici, je ne comprends pas, dans ce dossier, il y a un blocage systématique où, sans se poser les 3 questions que je viens de poser, des magistrats ont décidé qu'il s'agissait d'un suicide. Ouais. À tel point, vous me disiez hors micro, avant qu'on commence l'émission, que finalement on présente la famille de Jacques Heuzel comme des gens qui sont terrassés par leur peine et qui ne peuvent pas accepter l'idée du suicide. Je crois que vous avez prononcé le bon mot, qui ne peuvent pas accepter. C'est ce que les magistrats m'ont dit entre 4 yeux. Au motif que vous comprenez, ça arrive souvent que dans des suicides, il n'y a pas de lettres pour donner des explications. Mais moi, je dis toujours que ces gens-là vivaient avec la personne qui a disparu. Ils le connaissaient nettement mieux que tous ces magistrats ou que tous ces policiers. Et eux ont ce sentiment qui vient du tréfond de leur lien affectif et même pour les enfants, le lien du sang, si je puis dire. Eh bien, ils ont ce sentiment que leur père n'a pas pu se suicider. Et c'est vrai que le dossier, lorsqu'on le regarde d'une façon objective, eh bien, rien ne permet d'étayer une thèse qui est affirmée. Alors, Karl Zéro, vous parlez très longuement de cette affaire dans votre livre Étouffé quand la justice enterre les affaires. C'est vrai que on a retrouvé, par exemple, dans la voiture de Jacques Heuzel, une enveloppe à bulles vide, alors que tout le monde savait dans son entourage que il mettait en général une certaine somme d'argent dans une enveloppe à bulles qu'il gardait dans sa voiture. Il n'y a pas eu de relevé d'empreinte, il n'y a pas eu d'autopsie puisque c'était un suicide, et on a rendu le téléphone portable à la famille sans faire de recherche de téléphonie. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que Jacques Heuzel est quelqu'un qui avait fait disparaître de diverses façons environ 800 000 euros. Oui. Alors déjà, il y a un problème avec cet argent. Cet argent, personne à ce jour... Des assurances vie notamment, parce qu'il était assureur, voilà. Et d'autres sommes. Il avait aussi piqué dans la caisse de sa propre assurance. Il avait fait des crédits. Il avait fait toutes sortes de crédits. Et il avait aussi vidé le petit coffre de sa femme, vendu les bijoux. C'était quelqu'un de très cloisonné, de très secret. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit chez lui, par exemple, de prendre le courrier. Le courrier arrivait à une boîte postale, Jacques Heuzel le ramenait à la maison et donnait, après les avoir lus, les lettres à ses fils et à sa femme. De même, on sait qu'il gagnait 5 400 € par mois. Il en donnait la moitié à son épouse. On n'a jamais su ce qu'il faisait du reste de cet argent. C'était donc quelqu'un... Il était parallèlement président pendant 1 an du Rotary Club Vauban d'Arras. C'était quelqu'un qui faisait partie vraiment des notables de la ville. Il avait énormément d'amis. Et il avait visiblement une vie très rangée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui venait déjeuner, il était là à 12h30 pile, et le soir à 7h30 pile. Il ne découchait jamais. Donc, quand il disparaît, c'est pas dans ses habitudes. Novembre, oui, bien sûr. Voilà, pourquoi il disparaît ? Alors, on sait qu'il a un rendez-vous, il a dit qu'il avait rendez-vous à Valenciennes. En fait, il dit à sa secrétaire, je pars en rendez-vous. En fait, on sait absolument jamais où il va. C'est uniquement longtemps après, en retrouvant les relevés d'autoroute Sanef, qu'on va découvrir qu'il va à Paris, à Lille, à Bruges et à Jeumont. Jeumont, pourquoi ? Parce qu'il a un frère qui y vit, un frère avec qui il est brouillé depuis 30 ans. Mais qu'il voit régulièrement. Auquel il n'est pas censé parler parce que, soi-disant, c'est un petit escroc qui a fait de la prison, bon, etc. Et puis surtout, le clou de l'histoire, c'est qu'on retrouve une vingtaine de petits carnets où d'une petite écriture patte de mouche,
notre ami Ezel décrit par le menu ses réelles activités. Je cite, 26 avril 96, choix fille, 12 août 96, fille chemisette 14 ans, 25 août 97, fille cheval rêve médaille challenge, 16 février 98, photo super canon tenue soirée, nombre fille garçon, 9 mars 98, photo abdos, 10 filles, préservatifs, bon, etc., etc., etc. Et aussi du matériel, on va dire, sadomaso, pour aller vite. Un peu, oui, il parle de menottes, de bracelets, de chaînes, de Et on trouve cheval tout ça d'arçon. dans ces petits carnets. Une sorte de délire entre le sport, bizarrement, il y a toujours question de compétition, de trucs, et SM, clairement, sadomaso. Et alors là, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Strictement rien. Vous me direz, dans n'importe quel pays normal. Où il a lesté, où on a lesté. D'une haltère. D'une haltère de 5 kilos, le sac à dos qu'il portait sur le dos. Et curieusement, le mot haltère revient également très très souvent dans ces fameux petits carnets. Ouais. Donc dans un pays normal, un gars qui avait des carnets comme ça, visiblement il faisait un truc bizarre, il y a une enquête. Et ben là, tenez-vous bien, mon cher Jacques. Très jeune fille. Hein. Donc on peut soupçonner quelqu'un en relation avec un réseau pédophile. Ah oui, c'est clairement ça, et le problème c'est qu'on dit ah bon non, c'est rien, c'est carnet, ça n'a aucune importance. Les premiers avocats d'ailleurs de Madame Ezel qui sont les premiers à venir avec elle dans le bureau d'assureur de Jacques, vont récupérer 3 des carnets, ne jamais les rendre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre nom là-dedans? On ne sait pas. Il est aussi question de gens. Alors il y en a un qui revient souvent, il s'appelle Clinton, que cache ce surnom de Clinton. Qui est-ce? Ce qu'on sait, c'est que Jacques Ezel était quelqu'un qui avait vraiment envie de réussir en politique. Oui. Et que donc il fréquentait des politiques au niveau local. Est-ce qu'il n'aurait pas été tenté, ce Jacques Ezel, de faire plaisir à ses amis politiques en organisant, on peut facilement imaginer qu'avec l'aide de son frère à Jeumont en Belgique, il pouvait organiser quelques soirées, inviter des politiques, tenter de les faire chanter par la suite. Mais comme il n'y a pas eu d'enquête, que tout le monde a dit circuler, il y a rien à voir, que ce soit les magistrats, mais pareil, le policier en charge, au bout de 15 jours, il a dit « Oh là là, je laisse tomber l'affaire circuler ». C'est quand même extrêmement curieux, quoi. Voilà, et surtout qu'il y a une cohérence du début à la fin, ou à la fin, en tout cas à la période actuelle, c'est que dès le début, on considère que c'est un suicide et pas un meurtre, alors que, mais ça on va y revenir dans un instant, parce qu'il va y avoir quand même c'est pas une contre-autopsie, c'est une autopsie qui va être obtenue, hein, je crois, par par la conseils, famille elle-même. Par la famille elle-même, où on va quand même noter une marque de coup au visage. Alors évidemment on peut tout dire, on l'a retrouvé entre 2 péniches, c'est cogné aussi, peut-être, mais c'est facile dans une autopsie de savoir ce qui est antémortem ou post-mortem. Bon, donc on revient là-dessus, on fait une pause tout de suite. Bien sûr, si cette affaire vous touche particulièrement, si vous en avez entendu parler, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages, vous pouvez nous joindre, c'est le jour ou jamais, au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou par courriel sur rtl.fr. On retrouve Carl Zéro dans quelques instants. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et l'invité de l'heure du crime, c'est Carl Zéro. Carl Zéro qui évoque dans son dernier livre « Étouffé quand la justice enterre les affaires », un livre paru aux éditions de l'Archipel. 6 affaires qui posent des questions plus qu'elles n'apportent de réponses pour l'instant. Mais Carl Zéro a essayé de trouver un certain nombre de réponses, évidemment, en allant sur place, comme il a dit tout à l'heure, en enquêtant, rencontrant les témoins, en essayant de revoir le dossier avec un œil neuf et un œil, évidemment, de journaliste et pas de policier. On parle de l'affaire Jacques Ezel, la disparition de cet assureur notable dans sa région de Valenciennes, qui disparaît mystérieusement en 2008, le 17 novembre 2008, puis après on retrouve sa voiture dans un premier temps, mais pas de relevé d'empreinte puisque on sait pas pourquoi cette voiture a été abandonnée, et puis on retrouve le cadavre 2 mois et demi après à 30 ou 40 kilomètres de là. Alors est-ce que ça peut s'expliquer par le mouvement des courants? On va revenir sur tout ça avec vous dans un tout petit instant, mais d'abord je voudrais qu'on entende Nicole Ezel. C'est un document Heure du crime, puisque Madame Ezel s'était exprimée dans cette émission 4 ans après la disparition, pratiquement jour pour jour. C'était le 22 novembre 2012, et elle nous expliquait, on va la réentendre maintenant, que la piste criminelle avait vraiment été très très peu étudiée par la police, même après la découverte de la voiture en Belgique, ce qui était pour le moins quand même surprenant.
Mon mari, donc le 17 au soir, n'est pas rentré. Donc toute la nuit, nous avons appelé les pompiers, la police. Et donc le matin, à 8h du matin, 8h30, 9h, disons, nous sommes allés voir la police. Et donc on a fait une plainte pour disparition inquiétante. Et donc j'ai été un peu interrogée, mais enfin c'était voilà. J'ai été très étonnée qu'on me dise que la voiture était sous un pont de la Nationale 40 exactement à Erqueline. J'ai demandé des précisions et puis ils m'ont dit c'est un endroit, ils ont dû retirer la voiture rapidement parce que c'était plutôt mal famé. Alors donc ils nous ont demandé, ils m'ont téléphoné pour me dire d'aller rechercher la voiture au plus vite. Donc l'après-midi, j'ai fait l'aller-retour avec mon fils Alban pour rechercher la voiture à Erqueline. J'ai été interrogée pendant 1h30 à Erqueline pour expliquer qui j'étais exactement, certaines explications, c'est tout. J'étais venue avec des gants parce que j'avais peur pour les empreintes et ils n'ont pas fait de relevé d'empreintes. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de... Vous pouvez rentrer avec votre voiture, quoi. Reprenez votre voiture et puis c'est tout. Alors, Karl Zéro, évidemment, ça vous étonne pas. C'est d'un sérieux absolu. Reprenez la voiture, madame. Alors maintenant, reprenons, vous refaites l'enquête. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La famille a quand même obtenu qu'on fasse une autopsie du corps de Jacques Heuzel. Oui, ça a été long, il a fallu le déterrer, et dans son corps, on a trouvé de l'alcool, alors que Heuzel ne buvait pas. Et on n'a trouvé aucune diatomée, c'est-à-dire un gars qui a passé soi-disant 2 mois et demi dans l'eau, normalement, où il y a ces petites particules. Des petites algues, en fait, qui poussent uniquement dans les rivières. Qu'on trouve dans les poumons, dans l'eau des poumons. D'accord, donc s'il s'est noyé, s'il était vivant au moment quand il était dans l'eau, on aurait trouvé ces diatomées. Donc ça suppose qu'il ne soit pas mort. Alors, dans l'eau, il se serait suicidé, il serait tombé dans l'eau, ça tient pas debout, Jacques. Donc en réalité, il est probable que son corps a été placé là. Oui, surtout qu'il y a une volonté en mettant cet haltère dans le et sac à dos quand même. Mais qu'il était déjà très très amoché, pour ne pas dire presque mort au moment où il est tombé dans l'eau. D'autant que s'il avait séjourné aussi longtemps, vu entre le point où on retrouve sa voiture et le point où on le retrouve, il y a une trentaine de kilomètres, il y a 8 écluses, donc 8 déversoirs, ce qui fait que son corps serait totalement disloqué. Or, il a juste quelques contusions au visage. D'accord, donc on peut se poser la question. Il est probable qu'il a fait pendant ces 2 mois et demi, ce qu'on pourra appeler pudiquement une promenade de santé, avec quelques amis qui lui veulent du bien, et puis que finalement on s'est débarrassé de son corps après mauvais traitement. Voilà. Alors, cette autopsie ne conclut pas formellement à l'affaire criminelle, et il y a des experts qui vont, malgré ce qui vient d'être rappelé, vont dire mais c'est compatible avec un suicide. C'est compatible avec un suicide, mais alors il faudra nous expliquer comment ce garçon, enfin ce monsieur, a réussi à se donner la mort sans avoir de diatomée, tout en se jetant dans l'eau. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Alors, il y a d'autres éléments, évidemment, parce que la famille est très remontée, il faut bien le dire, non, quand même. Ils ont l'impression d'avoir été abandonnés dans cette affaire. Mais ils ont été abandonnés non seulement par, évidemment, les pouvoirs publics, mais aussi par tous leurs amis. C'est-à-dire, ils faisaient quand même partie de la bonne société d'Arras. C'était un peu la vie est un long fleuve tranquille, leur univers. Et subitement, du fait qu'ils disent ah mais il ne s'est pas suicidé, et puis qu'on découvre ces fameux carnets à connotation pédophile, tout le monde les lâche. Et quand ils ont déposé plainte, on a même demandé une consignation de 4 000 €. Chose qui n'arrive jamais. Chose qui n'arrive jamais. Donc, ou alors normalement c'est 200 €, mais comme c'était eux, c'était 4 000 € pour qu'ils puissent porter plainte. Du coup, ils sont devenus vous disiez quoi, énervés. Ils sont vraiment décidés à aller au bout de l'histoire, notamment Madame Heuzel, qui du coup s'est séparée de son avocat et est presque devenue l'avocate elle-même de l'affaire de son mari. On n'a pas fait les fadettes, comme on dit. Maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. On n'a pas fait les fadettes. Qui il avait pu appeler ou qui l'avait appelé. Non. Le téléphone n'a pas été analysé à votre connaissance. Non. Et on a... finalement, la seule chose que les policiers lui aient dit, c'est « Oh, il a dû partir avec un homme ». Mais alors, vous, dans votre enquête, vous posez ces questions gênantes aux gens qui ont été proches de l'enquête. Ils vous répondent, ils vous reçoivent quand même. Ils refusent absolument d'en parler. Bon, il y a eu 4 juges d'instruction. Soit ils ont oublié, soit ils veulent plus en parler, soit ils ne veulent pas en parler. Le flic ne veut pas parler. Plus personne ne veut parler. L'état de l'affaire maintenant, c'est quoi ? C'est une affaire classée ou... C'est point mort. Il n'y a pas d'affaire.
Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'instruction criminelle sur cette affaire. Il n'y a pas d'affaire. Voilà. Il s'est suicidé, point barre. Qu'est-ce qu'on peut, pour terminer, je veux dire, on peut être que dans les suppositions, bien sûr, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Comme ça, avec votre sixième sens d'enquêteur, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'il y a une relation évidente entre sa mort et ses fameux petits carnets, que Jacques Ezel, à mon sens, ne participait pas à des soirées pédophiles, mais les organisait. Pour des raisons que j'ignore, sans doute pour faire chanter des personnes et obtenir des appuis par la suite, que ce soit financier ou politique, et faire chanter les gens. Et qu'à ce petit jeu-là, l'arroseur a été arrosé, et que Jacques Ezel a mal terminé parce qu'il a énervé certaines personnes. Et son frère, mon dernier mot, n'a jamais confirmé qu'il avait rendez-vous ce jour-là avec son... Jamais. Son frère... comment on peut dire, son frère vit au-dessus d'un rad tout pourri à la frontière belge. Je suis allé voir. J'ai dit, il est où le Christian? On m'a dit, il part à 8h moins le quart. Et je dis, à quelle heure il rentre? 12h30. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il travaille? Ah non, il travaille pas. Il va boire des coups avec des amis. Bon, voilà. Point de suspension, mais enfin, en tout cas, je rappelle que le chapitre consacré à cette affaire dans le livre de Karl Zéro s'intitule « Il n'y a pas d'affaire Jacques Ezel ». Dans un instant, nous nous retrouvons avec un autre dossier qui pose des questions très gênantes. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Invité de l'heure du crime, Karl Zéro, pour ses contre-enquêtes sur un certain nombre d'affaires, dont certaines ont fait d'ailleurs la une de l'actualité, mais qui conservent encore aujourd'hui, qu'elles soient élucidées ou non, des zones d'ombre et des questions importantes sur ce qu'on appellera pudiquement des dysfonctionnements généraux, on va dire. La police, la justice, les services sociaux, etc. On va beaucoup en parler d'ailleurs à travers le calvaire de Lydia Guardo. C'est une affaire qui s'est passée en Seine-et-Marne, dans un charmant village, à une demi-heure de Paris. Tout le monde savait que depuis des années et des années, cette jeune femme était prisonnière de son père, qui lui faisait régulièrement des enfants, parce qu'il ne pouvait pas en avoir avec sa propre épouse. Elle a eu 6 enfants. Et puis, le 29 avril 2008, on apprend son histoire, ce jour-là, sur RTL. Cette femme a 45 ans, donc torturée et violée par son père pendant près de 30 ans. La belle-mère, accusée d'avoir laissé faire d'ailleurs, a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis ce jour-là. Et dans RTL Matin, Anne-Claire Danel racontait le calvaire de cette femme qu'elle avait rencontrée chez elle à Coulombe, en Seine-et-Marne. Lydia vit toujours avec sa famille dans un corps de ferme en travaux sur les lieux mêmes de son enfer, là où, dit-elle, le vieux Raymond Guardo faisait ses cochonneries. La toute première fois, elle a 8 ans et demi. Sa belle-mère la force à prendre un bain bouillant à l'eau de Javel, brûlure au 3e degré. Je suis restée un petit peu à l'hôpital, mais le vieux, il voulait pas que j'y reste. Donc, il a dit qu'il me fasse des soins à la maison. Et c'est là qu'il a commencé à me faire mes soins et puis à faire d'autres soins. On dirait qu'il était doux, il prenait soin trop de moi. Et puis bon, je sais pas, il y avait rien de mal. Et puis quand il mettait ses doigts dedans, je disais, je sais pas, il fait ses soins. Puis finalement, c'était autre chose qu'il faisait. Il allait dans moi. Il faisait des trucs avec des outils et des fois même des autres choses. Mais bon, le matin, il le faisait. Le midi, il le faisait. Le soir, il le faisait. On saignait, parce qu'il allait fort. Et quand j'ai commencé même à faire des fugues avec mon frère et ma sœur, c'était à l'acide chlorhydrique. Il m'a dit, tu veux fuguer? Voilà. Il m'a commencé à brûler un pied. Après, ça a toujours été comme ça. Et à 18 ans, il a dit, maintenant, tu es prête pour avoir des enfants, tu dois nous donner des enfants parce que ta mère et moi, on n'a pas eu d'enfants. C'est là que ça a commencé. À chaque fois qu'il me faisait des enfants, pendant 8 jours, j'étais attachée pour bien que ça tienne. Et après, il m'enfermait pendant 3-4 mois pour pas que je me fasse avorter, ou sans doute, il avait peut-être peur de ça, mais je connaissais pas l'avortement. Le jour de l'accouchement, déjà, il attendait au dernier moment. Il m'a emmenée. Fallait vraiment que j'ai mal. Puis la sage-femme, une fois, je me souviens, c'est qu'elle a dit, le père, il a dit, c'est moi le père. Et personne n'a bougé.
C'est quelque chose d'assez totalement terrifiant, Karl Zéro. Il faut dire tout de suite que cette femme n'a rien inventé et que tout ce qu'elle dit a été vérifié. Malheureusement, a posteriori, les services sociaux, les médecins n'ont rien dit à l'époque, les gendarmes ont même ignoré un signalement qui leur avait été fait directement. Et Lydia, en fait, ne doit sa libération en 1999 qu'à la mort de son père. Elle avait 37 ans. Oui, 28 ans de sévices, ça commence à 8 ans. Alors on voit ça dans des séries américaines à la télé, True Detective, des trucs comme ça. Mais là, c'est Coulomb, c'est vraiment une demi-heure de bagnole de Paris. Et tout le monde est au courant, personne ne bouge une oreille. Et puis l'histoire s'élargit parce que il y a quand même au printemps 87 4 petites filles qui vont disparaître dans un rayon de 30 km. Et on va évidemment se poser la question de, alors beaucoup plus tard, en 99, lorsque Guardo meurt, de sa culpabilité dans ces affaires. D'autant que Lydia dit, ah bah oui, c'est lui, puisqu'il était capable de tout. En échange d'un paquet de cigarettes, excusez l'expression, il se faisait tailler une pipe par des petites filles dans sa camionnette. C'était courant. Il prostituait sa propre petite Lydia, il l'emmenait au bois de Boulogne à l'arrière de sa fameuse camionnette. Ce mec était un fou dangereux et il était protégé, il était ami de la gendarmerie du Cru, ami avec une bande de gitans du coin qui venaient chez lui, qui essayait aussi la petite Lydie. Donc tout ça, c'est comment on peut décrire ça ? C'est inimaginable. On imagine que c'est au 19e siècle, peut-être au fin fond de la Sibérie, mais pas du tout. Comment on explique que personne n'ait réagi ? Eh ben, les gens savaient, mais le vieux, comme elle l'appelle, faisait peur. C'est-à-dire qu'il était assez costaud et qu'il avait le coup de fusil facile, même s'il tirait en l'air, ou le coup de poing facile. Il y a quand même des raisons qui ont été évoquées, parce que on comprend, après une affaire comme ça, les journalistes vont sur place dans le village pour essayer de comprendre, mais pourquoi n'avez-vous rien dit ? C'est la question qu'a posée Henri de la Guérie, qui est journaliste à RTL, donc qui s'est rendu sur place. C'était ce fameux jour, le jour de la condamnation de la belle-mère de Lydia Guardo. Écoutez 4 ans avec sursis. C'est pas beaucoup. Écoutez les réponses. Et cela semble d'autant plus ahurissant que tout le monde dans le petit village de Coulomb était au courant de ce drame, mais personne n'a rien dit. Les voisins avaient peur des représailles du père Guardo qui faisait régner la terreur dans le village. Le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, personne n'exprime la moindre compassion à l'égard de Lydia. Voici le témoignage d'une de ses voisines qui a tenu à rester anonyme. C'était des on-dit, mais on n'avait pas la preuve. De toute façon, ils ont tellement été détestables, aussi bien elle que son père vis-à-vis de nous. Elle nous en a fait tellement baver pendant 7 ans. Donc après, on n'avait pas à aller lui demander quoi que ce soit. J'estime qu'il y avait des autorités plus compétentes que nous pour leur porter secours. Les conflits de voisinage étaient donc permanents. Les gendarmes, eux, disent ne s'être jamais rendu compte de rien. Pourtant, ils venaient quasiment chaque semaine dans la ferme des Guardo, mais ils étaient accueillis avec une carabine. Pour expliquer ce silence général, Martine Nice, la psychothérapeute qui suit Lydia depuis 2001, ajoute une autre explication. J'ai souvent dit que plus c'était horrible et moins c'était crédible. La situation de Lydia dépasse les capacités de compréhension de la plupart des professionnels. Pour la plupart des gens, il faut apprendre à accepter l'idée que ça peut être la porte à côté de chez soi. Lydia espère désormais déménager et quitter définitivement ce village où personne, selon elle, ne l'a jamais aidée. Et maintenant, Karl Zéro, elle vit avec ses enfants. Qui sont donc les enfants de son beau-père, Raymond Guardo. Ce qu'il faut dire d'elle, c'est que c'est vraiment un personnage très lumineux. Oui. C'est quelqu'un de formidablement sympathique. Bon, évidemment, elle n'est pas d'une immense culture, mais elle est d'une générosité. C'est vraiment une femme qui donne envie de vivre. Et quand il y a eu cette autre actualité énorme, l'affaire Fritzl en Autriche, Elisabeth Fritzl, qui avait été séquestrée elle-même par son père en Autriche pendant 24 ans dans une sorte de cave, bunker, un homme qui lui avait fait aussi régulièrement des enfants, bien Lydia Guardo lui a écrit une lettre extrêmement touchante pour lui dire je suis là pour vous aider. C'est magnifique. Non mais vraiment, elle a le cœur sur la main. C'est une sainte. On va faire une dernière pause dans l'émission et puis encore un voyage au bout de l'horreur. Cette fois-ci, c'est dans les îles anglo-normandes, à Jersey, où un orphelinat a certainement été le théâtre pendant de très nombreuses années d'actes absolument innommables sur ses pensionnaires. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on retrouve Karl Zéro donc pour ce livre choc, étouffé quand la justice enterre les affaires, paru aux éditions de l'Archipel. En fait, on a compris à travers ce que vous dites que, en fait, vous exprimez l'indignation qui touche Monsieur et Madame tout le monde quand on apprend des choses comme cela. Mais on peut pas non plus, comment dire, vous y avez certainement réfléchi parce que nous, journalistes, nous avons aussi une certaine responsabilité. On ne peut pas désigner comme ça du doigt en disant la justice c'est des nuls, les gendarmes c'est des salauds, qu'est-ce qu'ils font quand il nous arrive quelque chose de grave? Comment, avec le recul et toutes ces enquêtes que vous avez menées, est-ce que pour chaque affaire il y a une explication en disant ça ne veut pas dire d'excuser, mais de comprendre ce qui s'est passé? Vous savez, je crois que c'est La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Et malheureusement, dans la justice, c'est un peu la même chose. J'ai souvenir d'affaires où, parce que la personne ne connaissait justement personne, il n'y avait même pas de juge d'instruction. C'était dans l'affaire des oubliés de la 6, là. Ce sont des choses dont vous parlez aussi dans le livre. Ouais, ce sont des choses qui arrivent constamment, en réalité. Si vous avez la chance de connaître, je sais pas, l'adjoint au maire, le député, les gendarmes se mettent une pile. Si vous connaissez personne, qui se met une pile? Personne, Jacques. C'est comme ça, j'y peux rien. Donc c'est bien que même après coup, quelqu'un vienne, essaye de comprendre et de rouvrir l'affaire en disant, attendez, parce que bien souvent, il clôture. Ouais. Donc notre rôle, c'est quand même ça aussi. Vous allez me dire, alors vous faites la voiture balai mais il s'agit pas de ça, il s'agit d'essayer. Je n'ai pas dit ça. Non, mais il s'agit d'essayer de raconter les affaires et de dire, voilà, là, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Que vous preniez l'affaire Eusel, elle est pas normale. C'est pas juste du niveau. Je voudrais juste m'agiter dans la rue en criant. J'essaie de raconter, de dire voilà, je pointe du doigt ce qui n'a pas été, pour que dans une prochaine affaire, ça ne se reproduise pas, au moins. Alors, on va parler d'une dernière affaire, une des 6 que vous évoquez dans votre livre. C'est ce qu'on a appelé dans la presse l'orphelinat de la honte. Alors, là aussi, il faut vraiment mettre les points sur les i, ce qu'on va faire avec vous. D'abord, on va entendre un document RTL, j'ai d'autres documents RTL à vous faire entendre. La date, c'est le 29 février 2008. C'est à cette date que commence une vaste et macabre enquête dans l'île de Jersey, donc dans les Anglo-Normandes. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert un crâne d'enfant dans une cave murée d'un ancien orphelinat de Lille qui aurait été donc cette institution le théâtre de maltraitance et d'abus sexuels entre les années, tenez-vous bien, 1950 et 1980. On écoute, avant de vous donner la parole, Karl Zéro, les explications que donnait à l'époque notre correspondant en Angleterre, Daniel Caron. Depuis qu'elle a découvert samedi dernier les restes d'un enfant enterré sous le béton du hall d'entrée de l'orphelinat du Haut-de-la-Garenne, la police a reçu 160 appels d'anciens pensionnaires de l'établissement. Leurs récits des violences sexuelles ou des tortures qu'ils ont subies il y a 30 ou 40 ans semblent confirmés par la découverte d'une baignoire dans une cave qui avait été murée. Nous avons aussi découvert des chaînes avec des menottes, raconte un ouvrier. Eddie, le chien renifleur qui avait décelé la présence du premier cadavre sous 2 épaisseurs de béton, a beaucoup aboyé devant 2 autres caves qui étaient aussi murées. Plus d'1 millier d'enfants ont séjourné dans cet orphelinat avant sa fermeture au milieu des années 80. La police va interroger une quarantaine de suspects, d'anciens éducateurs et surveillants de l'orphelinat, mais aussi des notables de cette petite île de 90 000 habitants et même des policiers. Bon, alors maintenant, dites-nous en plus, parce que il y a cette découverte au départ, et ensuite les pelleteuses se mettent en marche, et il va y avoir d'autres découvertes dans les semaines ou les mois qui suivent. Oui, on va découvrir tout un système de caves un peu de souterrains où, semble-t-il, des enfants... Vous savez, en Angleterre, il y a une tradition de punition corporelle dans les établissements. Et il semble que ces punitions corporelles sur les enfants dégénéraient parfois je vais pas vous dire en rite pédosatanique, mais enfin, on n'était pas loin, C'était quand même très, très limite. À l'arrivée, donc, ça ouvre une sorte de boîte de Pandore. Il va y avoir 260 personnes qui se déclarent victimes. La presse s'en empare. Mais pas la presse de Jersey, parce que Jersey, c'est le paradis fiscal, le joyau, on n'y touche pas. Donc tout le monde dit, mais de quoi, il s'est jamais rien passé là-dedans. En Angleterre, on décide d'envoyer un fin limier de Scotland Yard. Lequel monsieur arrive avec ses pelleteuses, retourne absolument tout, entend les témoins. Et voilà que finalement, un jeune sénateur qui s'appelle Stuart Sivrett se mêle de l'affaire, en fait un scandale national.
Et à un moment, comme d'habitude, eh ben non les gars, c'est terminé, fini de rire, circulez, il n'y a plus rien à voir, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, pour être complet, c'est qu'avec les pelleteuses, on a trouvé d'autres débris des eaux, notamment, beaucoup. Et puis on a fait le tri, et puis on a su, et là aussi ça a fait la une des journaux, que c'était des restes d'animaux pour la plupart, et que quand c'était des restes humains, ils avaient été datés à plus de 100 ans. Donc en gros, c'est, voilà, il y a peut-être eu un cas, mais pas 50, quoi. La réalité, c'est que, comme bien souvent dans ce genre d'affaires, vous avez des témoins qui décrivent des scènes, qui décrivent parfois même des mises à mort d'enfants, et puis après, on cherche les restes, et si on trouve des os de poulet, c'est pas de la faute de ceux qui ont décrit quelque chose. Ils n'ont pas fantasmé. Ils ont souffert dans leur enfance, ils racontent quelque chose. Bon, on peut pas reprocher à Lenny Harper, le gars de Scotland Yard, d'avoir lui-même mis des os de poulet pour dire, vous voyez bien. Il n'a pas fait ça, rassurez-moi. Non, je vous rassure tout à fait. Bon. Et l'affaire a été pliée. Ouais. Mais, comme il y a une justice divine, voilà qu'on découvre quelques années plus tard, au moment de l'explosion du scandale des pédophiles en Angleterre, dans l'ensemble du Royaume-Uni, que par exemple l'admirable Jimmy Savile, qui était le présentateur de Top of the Pops, enfin un peu, je sais pas, on pourrait dire le Hardisson ou le Drucker anglais, se rendait en week-end au haut de la Garenne, le fameux orphelinat. On a même découvert que le Premier ministre de l'époque, le vénérable Lord Edward Hearst, se rendait là-bas aussi. Ce qui fait que, effectivement, la question reste plus qu'ouverte, et on va ajouter notre petite contribution. Accordé, Jacques. Merci. C'est un document RTL du 21 mars 2008. Xavier Yvon, pour RTL, retrouve Karen, une des victimes de l'orphelinat, qui accepte de témoigner. Karen n'a que 9 ans lorsque ses parents divorcent. Avec ses 2 sœurs cadettes, elle est placée au haut de la Garenne. Les fillettes sont séparées dans des dortoirs différents avec interdiction de se voir. Elle se faufilait la nuit pour me rejoindre, mais si elle se faisait attraper, on les enfermait dans une cellule, à l'isolement. Ça m'arrivait aussi à chaque fois que je tentais de m'échapper. Une fois, je suis restée 10 jours dedans. Quand vous y êtes, personne n'a le droit de venir vous voir. Vous restez juste là, dans le noir. Au pensionnat, les claques partent facilement, mais le pire, raconte Karen, c'était les nuits. La nuit, il fallait faire semblant de dormir. On entendait les bruits de pas s'approcher du dortoir, puis la porte s'ouvrait, et l'une d'entre nous était emmenée en dehors de la chambre, et puis elle revenait 1 heure plus tard, et on l'entendait pleurer. Le visage marqué, Karen tire en tremblant sur les cigarettes qu'elle fume à la chaîne. De ses yeux verts, elle cherche les images qui lui échappent. Elle se souvient être allée dans ces caves découvertes par la police, mais elle ne sait plus ce qui s'y est passé. Il y a encore des moments que j'ai effacés de ma mémoire. Et puis le soir, je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Je suis en âge et soudain, je me dis « Oh mon Dieu, ça y est, il y a des choses qui me reviennent. » Aujourd'hui, mère de 4 enfants, Karen a raconté son histoire à des médias britanniques. Et il y a quelques jours, son premier mari l'a appelée. Il lui a dit qu'il avait enfin compris pourquoi elle pleurait presque chaque nuit. Un témoignage absolument poignant. Je renvoie tout le monde, bien sûr, Carne Zéro, à votre livre, puisque sur toutes les affaires que nous avons évoquées à l'antenne et les autres, bien sûr, vous avez refait l'enquête, si j'ose dire. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Je voudrais pas vous laisser partir sans parler de votre actualité, parce que vous êtes un homme d'actualité. Je sais que vous préparez en ce moment un festival. Je trouve que c'est une idée géniale, personnellement. Donc je voudrais le signaler à tout le monde, parce que ça va se passer du 16 au 19 juin à Trouville-sur-Mer, et vous y organisez le festival du film culte. Ben oui, je trouve que ça manquait. Ça fait du bien après tout ce qu'on a dit là. Mais voilà, il faut aussi, parce que vous imaginez si ma vie n'était que cela, ça serait quand même terrible. Donc il faut aussi savoir. C'est ce que je me dis aussi parfois le soir. Bah, je sais, Jacques. Je sais, mais je suis là. Vous savez, vous pouvez m'appeler, Jacques. D'accord. Je vous remonte les bretelles instantanément. D'accord. Vous serez mon coach psychologique. Je viendrai vous voir pour me détendre. Alors. Mais je vous invite au festival du film culte. Ça sera l'occasion de s'amuser ensemble, de rire de bon cœur. Et c'est une première, donc. C'est la première édition, mais c'est pas la dernière. Hein, ça, non, je peux vous le promettre. Ça, je pense non plus, parce que je trouve que c'est vraiment une formidable idée. Eh ben merci, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ce dimanche 15 mai, on va voir sur Arte à 22h30 un documentaire que vous signez, Yves Montand, L'ombre au tableau. Et puis plus tard, je crois le 13 mai, non, c'est vendredi. Pardonnez-moi, voilà, vendredi 15, avant donc, Rudolf S., mentor occulte d'Hitler. C'est un documentaire qu'on peut voir sur RMC.
c'est découverte à 22h30. Voilà, ça c'est moins rigolo que le festival du film culte, mais c'est assez enrichissant. Voilà. Mais ça va ensemble, et le jour où je devrais faire votre portrait, je rappellerai tous ces éléments. Merci infiniment, je rappelle le titre du livre. Merci Jacques. Étouffé quand la justice enterre les affaires, c'est aux éditions L'Archipel.